changé. Tu te rends compte le poste que j'ai eu, je vais lâcher ça. Et alors, quoi pas? Si à ce moment-là, on m'avait dit, j'ai fait ça avec un objectif, arrêter, tu te dis si je démissionne la RATP, alors là j'ai tout perdu. On a utilisé notre argent, des maisons qu'on a vendues en France. Pendant plus de 20 ans, mon obsession c'était chercher la sécurité. Et pourtant aujourd'hui, j'ai plus de salaire garanti, j'ai plus de mutuelle, j'ai plus de carte vitale, j'ai plus de retraite. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. J'ai pas été au bout de mes études universitaires. J'ai été au bout, mais j'ai pas passé l'examen. À l'époque, je pense, je manquais de vision. Bon, après, les conseillères d'orientation, c'était pas le top non plus. Ils m'ont envoyé sur la filière technique BTS, là, action commerciale. Pourquoi, tu sais pas. D'ailleurs, j'avais lu un livre à l'époque super intéressant qui s'appelait 80% au bac et après, qui parlait d'une, en fait, tout ça, toutes ces filières techniques avaient été créées depuis la politique de Mitterrand, ça fait vieux, oui, pour réduire le chômage et le fait de garder le plus longtemps possible les jeunes, même ceux qui n'avaient pas un avenir prévu radieux dans les études, de les garder dans le cursus scolaire pour faire réduire le chômage, mais au final, c'était des voies sans issue. Bref, le premier job que j'ai fait, où je me suis éclaté, où je suis resté longtemps, plus de quelques mois, parce que j'ai fait quelques petits jobs après les études. J'ai même fait des sandwichs à la chaîne. C'était horrible ça. Il y avait l'heure en plus en face de toi, 8 heures. Il fallait faire 8 heures ou mettre des jambons et du fromage sur les sandwichs. C'était horrible. Bref, premier job, c'était agent d'escale. Vous voyez c'est quoi ce métier? Celui qui enregistre les bagages, qui donne ta carte d'embarquement, qui fait les embarquements, les annonces. Ladies and gentlemen, vous êtes invités à vous rendre en porte F12 pour le vol AF 228 à destination de New York. Et là, je me suis éclaté. C'était trop fort. Il y avait que des jeunes, on rigolait, c'était l'ambiance, toujours l'ambiance vacances, l'aéroport, les gens qui partent, les gens ils sont heureux. C'était génial. Je gagnais un paquet d'argent. J'avais à peine 20 ans, 21 ans et j'arrivais à faire des salaires à 4700 €, je m'en souviens encore. 4700 € il y a presque 20 ans, ça valait de l'argent. C'était trop bien. Mais attention, je travaillais comme un Pakistanais. Ils travaillent beaucoup les Pakistanais. 17 heures par jour. Orly-Roissy, c'était la folie. Mais il y avait un truc qui m'insupportait. Au plus haut point. Vous savez, c'était quoi? Oui, bonjour, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez des missions pour cette semaine. Ah non, monsieur, ça fait 3 fois là que vous nous appelez. On a dit qu'on vous rappelle, d'accord? On vous rappelle. Oh, c'était d'une violence. J'avais l'impression de quémander. J'avais l'impression d'être un mendiant. J'en pouvais plus. Il y avait un autre truc qui m'insupportait. C'était que je faisais des missions chez Air France. Et chez Air France, ils faisaient la différence entre ceux qui sont en CDI et ceux qui sont en intérim. Et ceux qui sont en intérim, on les appelle les main-d'œuvre extérieure. Ah, tu es MOE? Je m'en souviens, j'étais très agacé. Je dis non, je ne suis pas MOE. Je suis un être humain, comme vous. Ça, c'était le plus dur. Et par-dessus tout ça, au final, ça manquait de stabilité. Et là, j'ai commencé au bout d'un moment, c'était presque au bout de 4 ans, à me dire non, mais c'est pas fiable, c'est pas stable. Je gagne bien ma vie, c'est marrant, mais je vais pas rester intérimaire toute ma vie. Et là, j'ai eu un besoin de sécurité. Et vous allez voir, c'est le fil conducteur de toute cette vidéo, la relative sécurité. Attendez. Alors, je me suis mis à chercher. Ma mère a dit, mon fils, postule à la RATP, c'est une bonne entreprise. J'ai dit, bon, d'accord, mais j'ai pas envie de faire conducteur de bus, maman. Elle me dit, mais si, c'est bien. Je dis, je suis parti voir sur Internet. Je regarde les annonces et je vois quoi? Conducteur de métro. Je dis, oh, c'est marrant ça, conducteur de métro. C'est original. Et je postule. Ah oui, parce qu'il y avait Internet, hein. Je les vois, les petits jeunes qui nous regardent et qui disent, ah bon, il y avait Internet à votre époque? Ma fille, elle me dit ça à chaque fois. Ah, il y avait Internet? Non, oui, il y avait Internet. Bon, c'est arrivé, on était grands déjà, mais il y avait Internet. J'ai postulé. Je m'en souviens encore, la lettre de la motivation. Ils m'ont dit, j'ai dit oui, j'ai toujours rêvé. C'est pas vrai, j'ai pas toujours rêvé, mais bon, je pensais que c'était bien de dire ça. Et après, à la fin, je leur ai dit, pour moi, c'était genre la punchline. Mais ma motivation ne se résumerait pas en quelques lignes,
même si nous prenions toutes les lignes du réseau RATP, n'importe quoi. En tout cas, ils m'ont convoqué 9 mois après. J'ai fait les tests, j'ai réussi, je suis devenu conducteur de métro. Wouh, the pump it up, the pump it up. Et là, ça a été le premier métier à grande responsabilité, avec des êtres humains, avec des risques, tout ça. Et il était ultra valorisant. Alors là, ça a été un changement. 1, sécurité de l'emploi. 2, j'avais l'impression dans mon entourage social, hein, j'ai pas grandi parmi la bourgeoisie, hein, d'avoir un vrai poste. Oh, t'es à la RATP, conducteur de métro. Wow. Et c'est marrant, ces genres de petits trucs, parfois ça peut remplir ton besoin de reconnaissance, tu vois. J'avais l'impression d'être quelqu'un de plus important. Et c'était génial. Mais par contre, c'était depressing. Je passais de l'aéroport où je rigolais tout le temps avec les gens, les voyageurs, les collègues, c'était l'ambiance. Je suis dans le noir. Clac. Aller, retour, aller, retour, aller, retour. Je m'en souviens, je disais, je vais craquer, je vais craquer. J'étais payé quand j'ai commencé, je me souviens très bien, 1 700 €. C'était pas mal. Avec les avantages de la RATP, on va dire. En tout cas, j'ai fait ça avec un objectif. Arrêter d'avoir peur de l'avenir. Amel, elle nous a fait une pizza. Attends. Oh là là. Amel, pourquoi tu nous as fait cette pizza aujourd'hui? Tu avais envie de cuisiner. Amel, c'est simple. Elle a envie de cuisiner, elle nous fait des trucs incroyables. Ah, c'est tous les samedis la pizza? Bon voilà, tous les samedis. Elle est extraordinaire. En Algérie, on appelle ça pizza carré. Vous connaissez ou pas? C'est un peu ça, hein? Oui, c'est ça. Pizza carré, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur internet, pizza carré, Algérie, c'est leur spécialité. Voilà. J'avais enfin un contrat stable. C'était plus qu'un CDI en plus. Un contrat cadre là, pour te faire virer, il fallait vouloir pour te faire virer. Et il y avait je m'en souviens, il y avait la retraite à 55 ans, je crois. Et là, on vivait en région parisienne, à Orly. Franchement, on n'aimait pas. On n'aimait pas parce que c'était un peu ghetto. Malgré que nous, on était dans une résidence, c'était neuf, tout ça, mais tu sortais, c'était ghetto, t'avais des motos, les jeunes qui passaient. Quand on était à côté du Leclerc, tu sortais de la maison, tu pouvais rencontrer 3 personnes déstabilisées psychologiquement sur le chemin. Un mec qui avait une couverture sur sa tête, qui parlait tout seul. Oh, Amel, en plus, elle venait d'une petite ville, elle me dit non, moi je peux pas là. Elle me dit, moi j'en ai marre, faut qu'on parte en province. On discute et tout, je dis, mais attends, tu te rends compte là, le boulot que j'ai, comment on va aller en province, je pourrais pas faire la distance, les allers-retours. Après elle me dit, mais pourquoi tu changerais pas? Changer quoi? Mais tu te rends compte le poste que j'ai eu, je vais changer, je vais lâcher ça. Et alors, pourquoi pas? Le et alors qui te fait shifter. Et alors, pourquoi pas? Et de cette discussion est née une réflexion. Abonnez-vous! Objectif 10 000 abonnés avant fin 2026, s'il vous plaît. On compte sur vous. Vous faites partie du challenge. Abonnez-vous, allez-y. Là, je continue pas tant que vous vous abonnez pas. Allez-y, il y a un bouton en bas. Qui casse la tête celui-là, c'est pas possible. Et de là est né le vrai premier projet qu'on a considéré comme une expatriation. Comment préparer son départ pour la province? Quitter la région parisienne, quitter la folie, quitter l'agitation et quitter son emploi à la RATP. Conducteur de métro, je me sentais tellement fier. C'était trop dur psychologiquement. Mais on avait un why qui était assez grand. C'était de se dire qu'on va offrir un cadre de vie bien meilleur pour notre famille, pour nos enfants. On avait déjà une fille et pour nous-mêmes. Plus de quiétude. On avait marre des micro-agressions. Klaxon, les gens qui sont pas sympas, bref. Du coup, je me mets à chercher et je postule à la SNCF. Bah oui, j'étais conducteur de métro, donc c'était un peu logique de chercher conducteur de train. Ça se ressemble, non? Et là, ça va très vite. Je fais les tests, je réussis les tests, je suis recruté, je rentre en formation. Premier jour, j'arrive sur les faisceaux, là où il y a tous les trains. Et on rentre dans un train, il nous montre, il nous présente.
Le train est là, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? T'es arrivé dans un monde archaïque. Parce qu'en fait, à la RATP, c'était confort, le train, le métro, il conduisait quasi tout seul. Là, je suis arrivé, j'avais l'impression que j'allais conduire un train à vapeur. Un vieux train de 1967. Crac, 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 tu devais faire des... Oh là là, je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis fou, moi! Ils nous ont dit, oui, voilà, vous allez gagner 1300 ou 1400 euros. Vous travaillez à n'importe quelle heure. On travaillait 8 heures. En moyenne, je travaillais 5 heures à la RATP. Donc, croyez-moi, j'ai perdu. Hein. À ce moment-là, j'ai perdu en conditions de travail. Voilà. Oh! Je vous raconte pas les détails. J'ai failli abandonner en tout cas. Nous, à ce moment-là, on avait une vision commune. Et on parlait souvent avec Amel. Et c'est ce qui a permis à tenir. Parce que moi, je dis non, ça y est, j'arrête là. J'avais posé un congé sabbatique, je vais retourner à la RATP là. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est des fous ici. Et malgré tout, je suis resté. Je suis resté, c'était très dur. Très dur la transition. Le métier en lui-même était beaucoup plus difficile, beaucoup plus challenging, plus de responsabilités. Et j'ai dû démissionner. J'étais en congé sabbatique 11 mois. Et il fallait faire un choix au bout d'un moment, alors que je n'avais pas encore passé l'examen pour savoir si j'allais devenir conducteur de train. Et là, tu as les chocottes. Tu te dis, si je démissionne la RATP et que je rate ensuite mon examen pour devenir conducteur, alors là, j'ai tout perdu. Bon, je l'ai eu l'examen. Mais ce que j'ai retenu de cette phase-là, à ce moment-là, c'est que le courage, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est de continuer d'avancer malgré la peur. Bon, il manquait des œufs. Et je vous emmène avec moi à Publix, ok? On est en train de regarder un super vlog de Rami en Corée. Mais là, il faut que je vous emmène. J'aime bien Publix. C'est un de mes magasins préférés avec Trader Joe, Detwiler's et Costco. Walmart, j'aime pas. Excuse me. Allez, on va aller voir s'il y a mes œufs. Regardez, ça s'allume au fur et à mesure, comme dans la pub. Voilà. Ils sont pas high-tech, franchement. Ah, le monsieur, il prend des œufs aussi. Il en reste, c'est ça. Vous connaissez le BOGO? Buy one, get one free. Ouah, 7 $, les deux. Ça, c'est une super offre. Regardez, sinon, c'est combien? 7,59 $. Magasin préféré. Publix, ce qui est génial, c'est qu'ils te mettent tes affaires dans ton sac. Franchement, tu as un caissier et quelqu'un qui te met tes courses dans ton sac. Ouh, chaleur. Je trouve ça vraiment très agréable. Alors oui, c'est plus cher ici. Hein. Tu le payes d'une manière ou d'une autre, le service. Mais bon, quand tu as des bogos, non, c'est intéressant. Sur leur site, je crois que c'est tous les jours, il y a des bogos. Tu peux les regarder, choisir, même commander et venir les chercher. Après, je vous la fais courte, hein, j'ai conduit les trains et au bout d'1 an et demi, j'avais envie d'aller plus loin. Amel se lançait dans l'entrepreneuriat,
Elle était tout plein de livres de développement personnel. Elle était là avec moi en parlant de mindset tous les jours. Donc ceux qui disent que le développement personnel, ça sert à rien, tout ça, c'est du bullshit. Je suis pas d'accord. Je pense vraiment que ça peut aider à briser quelques plafonds de verre, à aller de l'avant, à tenter des choses. Mais bon, il faut avoir un esprit ouvert. Donc au bout d'1 an et demi, je commence à me manifester auprès de la hiérarchie. Je dis je veux devenir cadre. Et là, je rentre dans le processus. Bon, parce que j'avais un bon dossier. Je passe des diplômes à distance avec le CNED, ainsi de suite. C'était très long. En tout, ça a duré 5 ans, mais la première phase, elle a duré facilement pour les diplômes à distance, presque 2 ans. Et après, il y a eu des examens préparatoires qui ont duré 1 an et demi. Et après, il y avait l'école des cadres. 2 ans, là tu rentres, c'est comme l'université faite par la SNCF, l'école des cadres SNCF, c'était génial, le NCTM. Bref, tout ça, je suis validé, c'était le parcours du combattant. Et très peu arrivent à aller jusqu'à là. Tu prends le poste, tu as des hautes responsabilités, tu gères des équipes de 30 personnes. Premier poste que je prends, je gère une équipe de conducteurs à haute qualification qui savent conduire tous les trains, toutes les lignes d'Île-de-France. Donc, sentiment de fierté énorme, sentiment de stabilité intense. 2 ans à peu près, je tiens le poste et après vient le sujet sur la table, en famille. Et ça fait longtemps, on parle d'expatriation. On a envie là, c'est pas le moment là d'aller vivre ailleurs, d'aller tenter l'aventure, d'aller vivre au soleil. Et là, à ce moment-là, d'un côté, je me disais, je sens que j'ai obtenu le poste de mes rêves, de ma vie. Mais en même temps, j'avais l'impression que c'était pas ça en fait. J'avais l'impression que je vivais à côté de ma vie au final. Le poste était génial, tous les avantages étaient géniaux, le salaire était génial. J'étais apprécié de mes équipes, de ma hiérarchie, Nicolas, gros big up. Mais voilà, je sortais tôt le matin, 5h, 6h, je rentrais le soir vers 19h, parfois 20h. Les enfants, je ne les voyais pas. Mais oui, j'avais un poste stable dans une boîte qui n'est pas censée couler. Quoique, regardez là, au moment où je vous parle, 2026, la SNCF est en train de tout démanteler et de le revendre petit à petit à des filiales. Donc cette sécurité est vraiment relative. Il y en a, ils ont démissionné, il y en a, ils sont partis. Donc en tout cas, le projet expatriation est né pour de vrai. Il a commencé à devenir très sérieux. Et je vous dis ça tout à l'heure. Vous savez, l'école en Floride, ça commence début août et ça finit fin mai. Alors c'est pas comme ça dans tous les États-Unis, hein. Chaque État a son organisation propre. Et là, on a été faire avec Zaki ce qu'on appelle la journée Meet Your Teacher. Rencontre ton professeur. Nous on trouve ça vraiment bien. Au lieu que, alors je sais pas aujourd'hui en France comment ils font dans l'organisation, peut-être qu'ils le font aussi. Mais avant, en tout cas à notre époque, ça n'existait pas. Et à l'île Maurice non plus, quand on y était. C'est qu'avant la rentrée, une semaine avant, ils donnent un rendez-vous. Tous les parents viennent. Et là, tous les professeurs, là c'est le collège par exemple, tous les professeurs sont dans leur classe. Les enfants, ils ont déjà leur schedule, leur planning. Et on va avec eux et ça permet de découvrir du coup les lieux. Et ça permet de rencontrer tous les professeurs. Les professeurs, ils parlent avec chaque parent qui entre. Ils répondent à leurs questions et l'enfant, du coup, il s'approprie les lieux, il découvre. Et là, avec Zaki, c'était marrant parce que vraiment, il a tenu à faire 2 fois le tour complet du parcours qu'il aura à faire. Parce que les plannings font que toutes les journées sont les mêmes en fait. Tous les jours, il y a les mêmes matières. C'est pas semaine A, semaine B pour ceux qui se souviennent de ça. Avec un planning au collège qui te fait tourner la tête. Là, c'est tout le temps la même chose, donc c'est hyper simple. Alors avec Zaki, c'était marrant. Il a dit non, attends, on refait, c'est bon maintenant, j'y vois très clair, je sais c'est où le gymnase, tout ça. Voilà, du coup, on a découvert en même temps la nouvelle école. Elle a 1 an l'école, c'est impressionnant parce qu'elle est immense, elle accueille le primaire, le collège, ils en sont juste au collège 2e année, ils y vont progressivement. Et moi j'ai trouvé ça impressionnant parce que les infrastructures, elles étaient vraiment belles, ils mettent les moyens et ce qui est le plus choquant, c'est que c'est l'école gratuite, quoi. C'est l'école publique. Alors souvent, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais du coup, vous êtes expatriés, l'école, c'est combien ?» On dit « Non, c'est l'école, elle est gratuite ici.
Il n'y a pas besoin d'aller dans une école privée, sauf si on tient absolument à rester dans une école française. Je sais que certains immigrés ou expatriés aiment rester dans une école française. Nous, au contraire, aux États-Unis surtout, on voulait être dans une école en immersion totale en anglais. Alors c'était une journée super sympa, il y a eu de l'orage, c'était marrant, du coup il y a eu des coupures d'électricité, on est à la période des hurricanes, faut pas oublier, hein, c'est la Floride, mais à part ça, c'était cool. Pour la petite anecdote, j'étais en train de faire ces vidéos là pour vous partager tout ça et j'ai perdu Amel et Zaki. Sans pitié, ils étaient en mode speed, ils sont partis, ils ont disparu et j'étais perdu. J'ai failli aller à l'accueil et dire « J'ai perdu mes parents !» Si vous remarquerez bien, il y a le drapeau américain dans toutes les salles. Et c'est pas un hasard. Les enfants, chaque matin, ils doivent prêter allégeance à la nation américaine. Ils sont debout, ils ont la main sur la poitrine et ils récitent un texte. Écoutez ce que ça donne. I pledge allegiance to the United States of America, for which we stand one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Au final, on part à Maurice. On arrive là-bas. Alors là, c'était plus la même chose. Déjà le stress de dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de quitter mon emploi. C'est pas possible. Ce poste que j'ai eu tellement de mal à avoir. Je quitte ma maison, je quitte mon pays, je quitte ma famille et je quitte mon statut de salarié pour aller devenir quoi? Entrepreneur. J'avais jamais été entrepreneur de ma vie. C'est quoi un entrepreneur? Waouh! Et là, moi qui à la base, je vous rappelle au tout début, le fil conducteur, c'est que je cherchais toujours plus de sécurité. Je cherche plus de sécurité, plus de sécurité. Alors là, je sentais aucune sécurité là. Je me dis bon bah j'ai plus de travail, il faut que je développe une activité, je sais pas comment je vais gagner de l'argent. J'ai plus de carte vitale. Si je tombe malade, je sais pas comment ça se passe. J'exagère. On avait la CFE. J'ai plus ma famille proche de moi. Je suis au milieu de l'océan Indien. Le vide total. Mais vous savez quoi? Je me sentais tellement heureux, tellement... C'était bizarre quand on est arrivé à l'île Maurice, un sentiment de liberté, un sentiment de... Oh là là, c'est indescriptible. Il faut le vivre. Ceux qui sont partis vivre à l'étranger le savent. Et je ne l'ai pas ressenti ici en arrivant aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est la deuxième expatriation, c'est peut-être parce que c'est un pays au final réglé. Mais à l'île Maurice, il y avait cet avantage-là, d'être comme un sentiment de liberté. J'ai adoré. Et je ne vais pas dire que j'ai adoré être entrepreneur. Au début, ça s'est fait dans la douleur, vraiment. Parce que tu perds tous tes repères. Tu perds tous tes repères. Tu n'oses même pas vendre en fait. Tu vends un truc à 26 € à quelqu'un, tu as l'impression de l'arnaquer. Tu vas lui donner du coup 10 fois plus de temps. Tu vas lui... Horrible au début. Tu ne sais pas vendre. Et tu as un rapport à l'argent qui te freine en fait. Qui te freine. Et à ce moment-là, malgré tout, toute l'incertitude, la non-sécurité, c'est fini, je ne peux plus penser de retraite, je ne peux plus penser à la retraite, je ne peux plus penser à la stabilité, ben, j'avais le sentiment d'avoir fait le bon choix. On y va, Amel? Oui. T'es prête? Je suis prête. Tu prends ton gilet, pourquoi? Il fait froid d'abord. En Floride, il fait pas froid. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like Ok. Perfect. Thank you very much. Thank you for your smile. I swear. Bien sûr, les boissons à volonté, il y a de la citronnade, super sucré. Oh, I'm sorry. Thank you. C'est au sucre ou c'est dû au faux sucre la citronnade? Il n'y a pas de fille, je sais pas. Après les boissons, j'avoue, moi d'habitude on prend pas. Je prends juste le
de soda. Ici, soda pushdown, c'est de l'eau gazeuse où il y a de l'eau. Parce que tout le reste, c'est rempli d'additifs et de sucre, bien sûr. Alors c'est marrant, ils mettent aussi du genre de sirop d'érable, c'est du faux bien sûr, hein, du corn syrup. C'est parce qu'ils en mettent sur les gaufres avec le poulet. Et leur sauce préférée qu'on trouve partout bien sûr, c'est du yellow mustard. J'aime bien ça, j'aime bien. Et partout tu trouves aussi la sauce de Louisiana, bah, c'est comme du, comment on appelle ça, la Tabasco. C'est la même chose. C'est quoi? Ils ont mis une sauce dedans, regardez. Ils ont mis un paquet. Hein. Non. C'est bon? C'est un genre de cheddar. Je peux goûter? Avec du piment dedans. Un petit peu. C'est pas trop pimenté. Et des piments. Moi j'aime bien les piments. On va voir s'ils sont hard. Il y a des boulets. C'est pas bon. Voilà. Là ils ont mis des gros morceaux de viande. Hein. Ils vendent des jarres. Le pot il est joli, il y a écrit Slim Chicken et dedans ils mettent du cheesecake. Il y a plusieurs goûts. Le meilleur c'est celui-là. À la fraise. Cheesecake à la fraise, cassé en morceaux. Un régal. Et il n'est pas trop calorique. Parce qu'en fait, quand vous allez acheter à Cheesecake Factory, une part, c'est combien? 1000. 1000 calories. Jusqu'à 1600. Entre 1000 et 1600 calories. Et ça ici, celui à la fraise, c'est combien? 300. 300 calories. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Vous aimez bien alors la yellow mustard? Moi j'aime bien cette sauce. C'est aussi la sauce que tu peux trouver souvent où il n'y a pas de sucre, il n'y a pas trop de et il n'y a pas d'additifs. Voilà, ça fait partie des sauces healthy. C'est quoi, ça me filme moi? Oui. T'inquiète pas. La dernière fois, je sortais de Walmart. C'était il y a un petit moment maintenant. Et il y a quelqu'un qui vient me voir et il me demande de l'argent. Il me dit, please, can you help me? Et je lui réponds, oh, I'm so sorry, I don't have money. Et là, il me dit, t'es français? Je dis, ouais. Toi aussi? Il me dit, ouais. Je dis, comment ça? Je dis, pourquoi tu fais la manche? Ah bah en fait, je t'explique. Je t'explique, on est venu avec ma femme et mes 3 enfants. Je dis ok. Et en fait, on est venu sans papier en fait. On a été au Mexique et on est venu ici. Je dis quoi? C'est pas vrai. En fait non. En fait, il me dit en fait, moi je suis roumain et ma femme elle est française. Elle a pu venir direct avec un visa ESTA, mais moi j'ai dû passer par le Mexique. J'ai dit mais c'est fou, t'es complètement fou. Il me dit ah pourtant en plus en France on était bien, hein. On avait un appartement dans le social, je travaillais. Et je dis maintenant vous faites quoi? Il me dit bah là maintenant pour l'instant on dort dans la voiture. J'ai dit quoi? Vous dormez dans la voiture? Avec vos enfants? Il me dit ouais. Un Français avec une Française. Il me dit ah, ma femme c'est une Française, hein. Elle est pas roumaine. Hein. J'ai dit c'est pas possible. Et alors je lui dis mais comment vous avez pu quitter pour vous retrouver dans cette situation? Il me dit en fait on nous a dit les États-Unis c'est le pays des opportunités, on peut American Dream, on peut tout réaliser. Mais c'est pour ça qu'on est venu. Je lui dis ouais mais quand même il faut préparer un petit peu quand même un minimum. Voilà, ça s'est arrêté là-dessus. Après je lui ai dit bon courage. Je sais pas quoi lui dire. Et voilà. Donc c'est important de se dire que les clandos, c'est pas que des moulouds hein, et des mamadous. Les clandos, t'es clando. Hein. C'est très bien que vous êtes clandestin. Non, alors, clandestin, j'aime pas ce mot-là. Clandestin, c'est quelqu'un qui vient à la nage ou
qui vient par ses propres moyens. Nous, on a pris des avions. Nous, en tant que Français, on n'est vraiment pas à plaindre. Les gens, les Français. Les gens, les Français. Clandestin, c'est quelqu'un qui habite de manière illégale dans un pays qui n'est pas le sien. Exactement, c'est rester dans un endroit de façon clandestine. C'est pas parce que t'es ta couleur de peau ou ton prénom qui fait que t'es clandos. Oh purée, ça nous a fait rire, voilà. Aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo du Coréen qui habite en Corée, enfin du Français qui habite en Corée, Oui. et il racontait. Et il a dit, je sais pas il a dit, ça fait 13 ans qu'il est parti de France, et il se disait, mais pourquoi les Français, il y a autant ce problème avec le mot immigré? Il a dit, ouais, je suis un immigré, et apparemment, il faut pas que je le dise, parce que les immigrés en France, vous les aimez pas. Il dit, mais il y a un problème. Il dit, moi, ça fait 13 ans que je suis parti, voilà, t'habites dans un pays, tu vas y habiter, tu fais ta vie, ouais, t'es un immigré. Il n'y a pas de connotation négative à ça. C'est une connotation, comme il disait, donc économique et migratoire, quoi. Allez, un dernier pour la route de boisson d'eau gazeuse. Mais avec un petit peu de sirop, d'accord? Enfin, du sirop. C'est pas du sirop, hein? Oh, c'est pas du sirop, c'est ça qui est marrant. Mais c'est tellement concentré en sucre que c'est comme du sirop. Voilà. Thank you very much. Today, the kitchen was very big. We was very happy. Last time, the chicken was very thin. I don't know why. And today we had a lot of chips. Fries. Yeah, no, I know what you mean. Thank you. And last time, little bit. Why it depends. It's on the little. Je crée toutes les occasions possibles pour pratiquer mon anglais, quitte à ce que je m'affiche un peu, à parler de kitchen au lieu de chicken. Mais c'est pas grave, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et cette personne était très sympa. Alors faut pas croire, c'est pas dans toutes les enseignes aux États-Unis qu'on a un super accueil, souriant, tout ça. Et là, Slim Chicken en tout cas, c'est le cas. Il y a aussi un autre, j'ai oublié comment ça s'appelle, Chicken Filet, voilà. Mais sinon, si vous allez dans des fast-food en général, ils sont pas très motivés, les jeunes employés. Can we ask? Thank you. You're so nice. Have a good night. You're welcome. Bye. Ah, elle était cool, elle, hein? Hey, vous venez? Hey, salut vous! Vous avez vu mon style américain? Pyjama à carreaux. Alors vous moquez pas de moi parce qu'ici, c'est la mode. C'est normal ici de sortir en pyjama à carreaux, d'aller à la salle de sport, pousser la barre, d'aller même à l'école. Pyjama à carreaux, Crocs. Voilà, c'est les States. Et personne te juge, tu sors comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Un baggy, pas de baggy, en serré, un petit t-shirt rose à bretelles, personne qui te regarde. Tu veux mettre un hijab, tu fais ce que tu veux, ils te regardent pas. Tu veux porter une kippa, on te regarde pas. Tu veux avoir une grosse barbe, ils ont tous des grosses barbes, une moustache, des tatouages, même sur ta face, ils s'en fichent. Ça, c'est les States. Quand on était à Maurice et on s'est dit, ouais, il faut qu'on aille sur autre chose. Il faut partir sur quelque chose de plus ambitieux pour les enfants. Viens, on va apprendre l'anglais. Next. On s'est senti trop freiné, dans nos aspirations. L'île Maurice, ça y est, on avait eu ce qu'on voulait, mais on voulait maintenant quelque chose de différent. Et là, je vous assure, j'ai eu des insomnies à l'idée que je vais aller vivre aux États-Unis, que je cherche à aller aux États-Unis, que je vais devoir donner plus de 15 000, je ne sais plus, presque 20 000, on a donné euros, avocats, services, tout ça, création de société. Et je disais à Amel, donc attends, d'accord là, on fait tout ça, mais on ne sait pas si on aura le visa. On est en train de mettre presque 20 000 balles, mais on ne sait pas si on aura le visa. Oui. Comment j'étais pas bien? Comment j'étais pas bien?
Et après de me dire, mais attends, on commence à regarder les loyers. Donc t'as peur, tu vois. On commence à regarder les loyers, Amel elle monte, tout ça, elle aime bien faire ses recherches. Ça, c'est elle qui fait les recherches des maisons, tout ça. Elle monte des loyers à 3 000 €, à 3 000 $, 3 500. Je lui dis, comment ça, attends, on va les payer un loyer à 3 500 ? Comment on va faire ça ? C'est pas possible ça. Bon, au final, on a trouvé un peu moins. Mais la pression. Et attends, il va falloir qu'on prenne l'assurance santé. C'est combien ? 1 250 ? Et l'assurance voiture, 300 par mois ? Oh my god. Et l'école ? C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, c'est gratuit. Oh, purée de pommes de terre. Ah, j'aime bien cette expression. Purée de pommes de terre. Ça, c'est quand vraiment je suis énervé. Purée de pommes de terre. Si à ce moment-là, on m'avait dit, quand j'étais conducteur de train, un jour tu iras vivre aux États-Unis, en Floride, j'aurais rigolé, j'aurais dit n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes. À ce moment-là, j'aurais dit, mais j'aime trop le 94, ville juive, c'est trop bien ici. Pourquoi tu veux que j'aille vivre de quoi tu me parles là? La vie est vraiment faite plein de surprises. Mais elle n'est pas faite pleine de surprises comme ça, les surprises vont tomber. La vie, elle est pleine de surprises quand on se met en mouvement, quand on décide de changer, quand on décide de prendre des risques. Sinon, je vous assure, il n'y aura pas de surprise. Vous allez rester dans la même ville, dans le même quartier, côtoyer les mêmes personnes. Et c'est OK, hein. Et il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils aiment et ils sont à l'aise avec ça. Mais si vous voulez des petites pépites dans votre vie, non, il va falloir prendre des risques. Il va falloir. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs, je réponds à un commentaire très intéressant. Quelqu'un a agressé entre guillemets, nos invités la dernière fois dans la vidéo, Prosper et Jenny, et elle a dit ouais, c'est trop facile, ils doivent être riches, ils ont de l'argent. Et je lui ai dit mais ils ne sont pas riches, ce sont des gens normaux qui ont bien géré leurs finances et qui ont su faire des économies. Et au bout d'un moment, j'ai dit par contre la différence, ça va être où ? Parce que mettre 100 000 € de côté, je vous assure, c'est possible à tout le monde. Hein. Même si on se donne 20 ans, voilà, et à un rythme de, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, 1000 ou par mois, et ben on va les mettre, hein, les 10 000, les 100 000 de côté. Mais la question, c'est au moment où on a les 100 000, est-ce qu'on aura le courage de les prendre et de dire, bah tiens, c'est le budget pour que j'aille vivre 1 an dans un pays et réussir à faire ma vie là-bas. Et donc je sais que dans 1 an, si j'ai pas réussi, si j'ai pas trouvé de travail, cet argent, bah, il aura disparu. Et elle est là la différence. Qui va prendre le risque ? Qui va avoir le courage de mettre cet argent-là ? Parce que nous, dans ce cheminement qu'on a fait, on a utilisé notre argent des maisons qu'on a vendues en France. Cet argent, après, on l'a dépensé. On l'a dépensé pour réaliser nos projets. Mais si on n'est pas prêt, on est accroché à ces sous comme ça, on est accroché. Parce que c'est ça la vérité, c'est que la majorité des gens sont accrochés parce qu'ils pensent que c'est la sécurité d'avoir un gros pécule de côté. C'est ça dans la vie. Il y en a plein, ils meurent avec ce pécule d'ailleurs là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre d'économie. Hein. Mais je suis en train de dire si on est accroché, je vous assure, vous ne ferez rien avec. Il y a un homme que j'aimais, très sage. Il est décédé, il a eu un cancer. Et il disait, tu peux avoir 1 000 € et être plus riche que quelqu'un qui a 1 million. Il dit, parce que quelqu'un qui a 1 000 €, s'il les utilise, bah tiens, il dit, tiens, je vais me payer ça, je vais m'acheter cette veste, et là aujourd'hui on va manger à tel endroit. Il va les utiliser, c'est vrai, mais il va vivre avec. Celui qui a 1 million, mais qui dit, il veut les thésauriser, non, je les touche pas, ils vont faire grossir, ils vont faire des intérêts, je les touche pas. Lui, je pense qu'il est pauvre. Paix à toi, cher Nasser. J'ai plus de sécurité de l'emploi, c'est vrai, mais je vous assure, pouvoir jouer avec ses enfants au quotidien et de les voir grandir, ne louper aucun moment, ou même quand on se fait un peu mal au dos comme un petit vieux là, c'est un vrai plaisir. C'est une richesse inestimable. C'est ce qui fait peut-être que jamais je ne revienne à un travail de 9h à 17h, ou plutôt de 6h à 19h. Bah oui, il faut bien qu'il y ait des avantages quand même, hein. Pas de retraite, pas de certitude, plus rien, mais quand même. Wouh! Wow, je voulais filmer quand même le ciel. Il est pas super beau. C'est incroyable. On dirait les routes du paradis. Qui se souvient des routes du paradis avec Jack London? Non, Michael London. Vous rigolez pas, hein. Une fois, j'ai fait une formation à la SNCF
Et on devait dire quel était notre acteur ou la personne dans laquelle on se reconnaît le plus dans la façon de vivre, dans ses valeurs. Et ben moi j'ai marqué Charles Ingalls. Je suis fan de Charles Ingalls. Pour moi c'est un bonhomme, Rajel. C'est vrai ou pas Charles Ingalls? Il est avec sa famille, il est là, il travaille dur, il prie Dieu. Il est généreux, il aide les pauvres, les gens. Bon c'est un acteur, mais j'allais dire il est peut-être comme Mère Teresa, hein, au même niveau. Abonnez-vous, 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 s'il vous plaît.